Et c'est l'heure de retrouver un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France, votre rendez-vous histoire dans lequel chaque jour nous remontons le temps pour aborder une date, un événement ou le portrait d'une personnalité. Et ce nouveau numéro est consacré plus précisément à la suite de notre récit sur la rafle des enfants d'Izieu, le 6 avril 1944. Ce jour-là, la Gestapo arrête 44 enfants juifs et 7 adultes dans cette colonie établie quelques mois plus tôt dans ce village de l'Ain par Miron et Sabine Zlatine. Christophe, le soir du 6 avril 1944, quelques heures après leur arrestation, les enfants et les adultes sont emmenés à la prison de Montluc à Lyon. Et pour savoir ce qui s'est exactement passé ce soir-là, on va se référer au témoignage de l'une des éducatrices, Léa Feldblum, polonaise de 25 ans, seule survivante de la déportation, qui témoignera, on en reparlera, au procès de Klaus Barbie en 1987. Elle parlera des conditions de détention des enfants et de leur éducateur dans cette prison. Elle affirmera que les enfants étaient assis sur le sol, les adultes avaient les mains liées haut sur les murs. Elle précise aussi que les adultes et les plus grands ont été interrogés, mais pas les enfants. Comme Barbie l'a télégraphié la veille, tous les déportés sont dirigés le 7 avril vers le camp de Drancy depuis la gare de Lyon-Perrache. Le 8, ils sont à Drancy. Léa Feldblum, munie de faux papiers, révèle alors son identité juive car elle veut rester auprès des enfants. Le 13 avril, 34 des enfants d'Izieu et 4 des éducateurs sont déportés de Drancy vers Auschwitz-Birkenau par le convoi numéro 71. 2 adultes, Léa Feldblum et le médecin de l'établissement, Suzanne Reichmann, sont envoyés dans les commandos de travail. Mais Suzanne Reichmann entend pleurer son fils à plusieurs reprises et elle rejoint l'autre file. C'est donc celle qui envoie tout droit aux chambres à gaz. Léa Feldblum servira ensuite de cobaye, on pourra dire, aux médecins nazis pour des expérimentations médicales et elle fera partie des rares survivants lorsque le camp d'ailleurs sera découvert puis libéré en janvier 1945. Pour la petite histoire d'ailleurs, elle s'installera en Israël après-guerre et mourra en 1989 à Tel Aviv. Les autres enfants et adultes restants de la rafle d'Izieu sont déportés puis assassinés en 5 convois différents d'ici juin 1944. En tout, ce sont 42 enfants qui ont été gazés. Le plus jeune, Albert Boulka, n'avait que 4 ans, ainsi aussi que 5 adultes. 2 adolescents, les plus âgés, Theo Reiss et Arnold Hirsch, ainsi que Miron Zlatine, le directeur de la maison d'Izieu, sont déportés en Estonie, tous 3 fusillés à l'été 1944 à Tallinn, avant d'ailleurs l'arrivée des troupes soviétiques. Alors la question qui va bien sûr rapidement se poser est de savoir qui a prévenu la Gestapo de l'existence de la maison des enfants d'Izieu qui n'était ni secrète ni clandestine. Un paysan du nom de Lucien Bourdon sera rapidement désigné comme le possible dénonciateur. Né en Lorraine en 1906, alors sous domination allemande, c'est à Izieu qu'il a choisi de s'installer et il ne cache pas ses sympathies allemandes. Et plus troublant encore, quelques jours avant la rafle, Lucien Bourdon a demandé au directeur de la colonie d'Izieu, donc Miron Zlatine, si quelqu'un pouvait l'aider à la ferme. Zlatine lui a proposé un certain Fritz Lohmann, 15 ans, qui possède une fausse carte d'identité du nom de François Lauban. Mais Bourdon est convaincu que Fritz et les autres enfants de la maison d'Izieu sont juifs. Information donc qui arrive à Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon. Preuve ultime de l'implication de ce Lucien Bourdon. Il est présent le jour de la rafle aux côtés des Allemands. Il assiste même aux arrestations. Sa présence est en effet attestée ce jour-là par un ouvrier agricole d'Izieu. Et comme par hasard, peu de temps après la rafle, Christophe, on retrouve ce Lucien Bourdon et son épouse en Lorraine. Il devient garde dans un camp en Allemagne et il est incorporé dans les rangs de la Wehrmacht avant d'être arrêté par l'armée américaine fin mars 1945. Il est inculpé de trahison et d'intelligence avec l'ennemi, jugé à Lyon en juin 1947, mais il n'y a ni preuve, ni aveu, ni témoignage pour le condamner. Du coup, la Cour condamne uniquement Lucien Bourdon, coupable d'indignité nationale. Il est condamné à la dégradation nationale à vie, immédiatement remis en liberté. Alors aujourd'hui encore, près de 80 ans après les faits, impossible de savoir qui a prévenu la Gestapo de Lyon de cette rafle, même si les soupçons restent élevés toujours à l'encontre de Lucien Bourdon. En tout cas, à défaut de connaître le responsable de cette dénonciation, la rafle des enfants d'Izieu ne tombe pas dans l'oubli. Le 5 février 1946, à Nuremberg, où se déroule depuis 2 mois le procès de 22 hauts responsables nazis, le procureur général adjoint français au tribunal militaire international
prend la parole. Edgar Faure lit le télégramme signé de Klaus Barbie le soir de la rafle, le 6 avril 1944, en ajoutant ce commentaire. Je crois que l'on peut dire qu'il y a quelque chose qui est encore plus frappant et plus horrible que le fait concret de l'enlèvement de ces enfants, c'est que ce caractère administratif, le compte-rendu qui en est fait selon la voie hiérarchique, la conférence où différents fonctionnaires s'en entretiennent tranquillement comme une des procédures normales de leur service, c'est que tous les rouages d'un État, je parle de l'État nazi, sont mis en mouvement à une telle occasion et pour un tel but. Condamné à la peine capitale par contumace en 1947 et 1954, Klaus Barbie est au service de l'armée américaine puis se cache en Bolivie sous une fausse identité. En 1983, il est enfin extradé en France après des années de traque, notamment grâce aux époux Klarsfeld. Son procès pour crime contre l'humanité se déroule à Lyon en 1987. 9 semaines de procès du boucher de Lyon, 113 associations et particuliers, parties civiles et en tout 900 journalistes. La rafle des enfants d'Isieux est bien sûr évoquée dans ce procès fleuve et très médiatisé, et des témoins vont se succéder, dont le témoignage de Sabine Zlatine. Je vais vous dire, et je vais dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Témoignage de la directrice donc de la colonie d'Isieux, un témoignage très émouvant, Ilana, celui de Sabine Zlatine, donc au procès de Klaus Barbie en 87. Alors ce n'est pas difficile de rendre coupable Barbie lors de ce procès, puisque le soir de la rafle, le 6 avril 1944, il avait envoyé un téléx à ses supérieurs pour leur rendre compte de son action. Téléx évoqué lors du procès de Nuremberg, puis retrouvé par les époux Klarsfeld lors de la traque du criminel de guerre nazi. Après 6h30 de délibération, la cour d'assises du Rhône reconnaît Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité et il est condamné à la prison à perpétuité pour la déportation de centaines de juifs de France et notamment l'arrestation le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs et 7 adultes à la maison d'enfants d'Isieux et leur déportation à Auschwitz. Il faut savoir, Ilana, que c'est la première fois que ce chef d'accusation est retenu en France. Emprisonné à Lyon, Barbie meurt en 1991. Au lendemain de ce procès historique, à l'initiative de Sabine Zlatine, surnommée la Dame d'Isieux, l'association du Musée mémorial des enfants d'Isieux est créée en 1988 et le lieu de mémoire est inauguré par le président de la République, François Mitterrand, en 1994. Et le premier président est Pierre-Marcel Witzer, vous savez, le sous-préfet dont on a parlé, celui-même qui avait facilité à l'époque la création de la colonie en 1943. Sabine Zlatine, elle meurt en 1996 à l'âge de 89 ans. Depuis 1993, la maison d'Isieux est avec l'ancien Veldiv à Paris et l'ex-camp d'internement de Gurs dans les Pyrénées-Orientales, l'un des 3 lieux de la mémoire nationale des victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l'humanité commis avec la complicité du gouvernement de Vichy, dit gouvernement de l'État français. En 2015, après une fermeture de plusieurs mois pour rénovation, la maison des enfants d'Isieux est inaugurée par le président François Hollande. La maison d'Isieux reçoit aujourd'hui environ 30 000 visiteurs par an, dont 14 000 scolaires. Merci beaucoup Christophe pour cet épisode en 2 parties donc consacré à la rafle des enfants d'Isieux d'avril 1944 que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. À très vite pour un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France.